Alors bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur Parabellum. Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas occupés du conflit en Ukraine, aussi parce qu'il n'y a pas eu de grandes offensives, opérations ou changements sur le terrain. En fait, ces 2 derniers mois ont été plus lents en termes de changements territoriaux par rapport à 2024, 2025. Nous n'en étions pas à ce niveau jusqu'en 2023, c'est-à-dire que si quelqu'un veut revenir à la vitesse de changement d'avant, il doit revenir en 2023. Oui, j'ai commencé un peu plus tôt parce que comme la guerre a ralenti, peut-être que vous l'avez aussi remarqué l'année dernière, j'ai commencé à m'occuper des questions internes à l'Ukraine. Et vers mai-juin de l'année dernière, j'ai été l'un des premiers à parler de la lutte de Nabu, Sapo et de ce qui se passait en interne. C'est parce que, évidemment, il ne se passe pas grand-chose sur le terrain, mais aussi parce que faire seulement le récit du petit village X, attaqué par 3 véhicules, 4 motos, 20 fantassins, ça ne raconte rien. Ça ne raconte pas complètement ce qui se passe dans cette guerre, parce qu'il y a, de mon point de vue, au moins 3 guerres. C'est-à-dire celle évidemment sur le terrain, avec toutes ses implications tactiques. Il y a ensuite celle des négociations, qui n'est pas une guerre bien définie. Dans le sens où les négociations menées par l'Ukraine, soutenues par tout le monde, au sein du gouvernement ukrainien ou de tous les secteurs, et puis il y en a une au sein de l'armée ukrainienne. Celle-là, je m'en suis occupé, je crois même assez, avec toutes ces vidéos dont nous parlions sur les problèmes structurels de l'armée ukrainienne. Parmi les différentes réformes générales, comme Mikhailo Drapati, qui voulait également réformer le recrutement. Du côté des ultranationalistes, donc des corps d'armée d'Azov, de toutes ces unités qui font maintenant partie des 2 corps d'armée, disons attribuables aux forces les plus nationalistes, parce qu'il y a aussi une course pour obtenir, ou être pressenti, disons, pour le poste le plus élevé de l'armée ukrainienne. Et évidemment, chacune de ces sections, donc l'armée régulière, les nationalistes, les services internes, les services militaires, a sa propre vision des choses, et souvent c'est une vision divergente. Pour vous donner une idée, je vous le dis en gros, il faudrait aller retrouver les problèmes structurels de l'armée ukrainienne, aller les retrouver. Jusqu'où va le terrier du lapin blanc? Comme en live, pour aller voir tous les facteurs internes de Nabu et Sapo, je citerai aussi quelque chose aujourd'hui, juste comme rappel, pour rafraîchir un peu la mémoire. Mais si quelqu'un veut aller en profondeur pour comprendre quel est le succès parmi les Américains, Nabu, Sapo, Zelensky, l'opération Midas, l'anticorruption, la chute de Yermak, il devrait aller récupérer ce live-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a différentes âmes. Parce que sûrement, si je devais donner un jugement tranchant concernant les positions internes en Ukraine, nous avons certainement les ultras, qui sont sans aucun doute les unités les plus nationalistes. Représentés tout de même par Azov et par les 2 corps d'armée, qui sont d'ailleurs très proches de Boudanov. Il y a aussi par exemple même des chansons dédiées à Boudanov, écrites par les nationalistes, donc il a toujours un peu représenté. Eux à l'intérieur, disons, du plus haut niveau, de l'armée, des services secrets, etc. Ensuite, il y a ceux qui sont totalement opposés aux accords. Yermak était l'un d'eux, et il faut aussi comprendre les proximités. Boudanov est plus proche de la CIA pour qu'on se comprenne. Yermak était plus proche des Anglais. Je ne l'ai pas dit, ces mots ne sont pas les miens. Mais si vous vous souvenez de ce très long article du Financial Times où plus de 40 personnes avaient été interviewées, des personnes, quand il s'agissait des positions de Yermak ou de son influence dans les négociations, Yermak était toujours là, dans toute tentative de négociation. Et il était l'un des plus hostiles à tout accord,
surtout en ce qui concerne les concessions territoriales. Quoi qu'il en soit, essayons de remettre les choses dans l'ordre chronologique. Parce que j'imagine que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment bien l'organigramme, disons, du gouvernement ukrainien, des services. Ces choses-là, mais en réalité, nous découvrirons que c'est très intéressant aussi pour comprendre pourquoi certaines choses se produisent. Donc, récapitulons. Nabu et Sapo, les deux organismes anticorruption ukrainiens, ont mené l'année dernière cette enquête qui s'appelle Midas. Midas découvre pratiquement, j'ai utilisé presque toutes les sources ukrainiennes exprès. Il découvre pratiquement le système que Yermak avait mis en place. Et petit à petit, des enquêtes naissent. Des enquêtes qui, au début, visent le ministre de l'Énergie, des infrastructures, etc. Et puis, petit à petit, elles arrivent jusqu'à Yermak lui-même, qui, comme nous le savons, a été contraint de démissionner, lui qui était très proche de Zelensky. Nabu et Sapo subissent des attaques de la part du SBI, c'est-à-dire des services internes. Des services internes qui en gros font référence à Midas, aux fameuses de toilettes en or, etc. Ils font l'objet d'enquêtes de la part des services internes qui avaient évidemment l'intention de faire capoter ces mêmes enquêtes. Mais tous les services ne l'ont pas fait. C'était un chef adjoint qui, au début, était d'accord, puis quand il a vu, vous trouverez tout cela dans les sources, quand il a vu qu'il y avait quand même... Il y a eu un grand mouvement populaire contre les assauts menés par les services, contre les deux agences anticorruption. Il a fait marche arrière malgré celui qui l'avait poussé. C'était Yermak. Je ne me souviens pas de cela. Ce sont tous des services ukrainiens. C'est sur Pravda Ukraine. Bekaranti, Murmandik et tout le système. Donc c'est Yermak qui a envoyé le SBU. Pourquoi tout cela est-il intéressant ? Parce que cela nous permet aussi de comprendre un peu comment les services militaires et les services internes de contre-espionnage sont alignés à l'intérieur de l'Ukraine. Opération spéciale anticorruption. Qu'y a-t-il derrière ? Les perquisitions au Nabu. Ce sont des articles qui racontèrent justement comment les services internes s'étaient opposés pour essayer de bloquer ces choses. Le SAP affirme que le SBU s'est adressé à eux et a eu accès à l'information sur toutes les opérations. Donc les services internes et aussi les militaires ukrainiens s'étaient mis à contrôler ce que faisaient ces deux agences. Du gouvernement. À noter que l'historique de ces agences qui ont été formées, financées, etc., par les Américains à l'époque des démocrates. Donc, ils étaient aussi un atout pour Trump, même s'il ne les avait pas formés lui-même, pour embêter Zelensky justement au moment où, si vous vous souvenez, il y a eu la fameuse scène de Zelensky à la Maison-Blanche. Donc, c'était une façon de l'affaiblir, une façon de le rendre plus conciliant, de l'inciter à accepter les négociations et les demandes. Donc, ces deux organismes qui font leur travail, du moins du point de vue du calendrier, le fait qu'ils aient agi précisément à ce moment-là, comme s'ils ne savaient pas que Mindik détournait de l'argent déjà l'année précédente ou des choses de ce genre. Cela avait été fait exprès parce que, à ce moment-là, il fallait affaiblir Zelensky. Ce sont justement des articles ukrainiens, ils ont utilisé la force, ils sont venus sans ordre du tribunal, donc les services qui nous sont arrivés, ils ont fait des descentes à l'intérieur de ces deux agences anticorruption, sans même un mandat du tribunal. Ensuite, les gens descendent dans la rue, ils se plaignent parce qu'ils considèrent que le Nabu et le Sapo sont l'héritage des mouvements de 2014-2015 sur la transparence, l'anticorruption, etc. Ils font tellement de bruit. Les gens sur la place criaient « Va te faire foutre, Yermak, renvoyez-le chez lui » et aussi assez contre Zelensky. Au final, ils font marche arrière
Oui, Nabu et Sapo sont aussi financés par Open Society, qui est Soros ici pour tous les complotistes, et ils se complaisent vraiment dans cette histoire. Au final, les gens ont gagné parce qu'ils ont protégé les deux agences. Mais il y avait des choses beaucoup plus profondes, disons, qui ensuite s'entremêlent toutes et qui, à mon avis, rendent cette histoire très intéressante. Aussi parce qu'avec le temps, en faisant cette recherche, j'ai réussi à relier des choses qui n'étaient pas explicables au début de la guerre. Et peut-être que je raviverai aussi quelques souvenirs, quelques idées. C'était le fameux article du Financial Times de 30 pages, donc il était préparé. Parce qu'on ne sort pas du jour au lendemain un article de 20 pages avec des interviews de 40 personnalités, où tout le monde raconte comment Yermak était pratiquement partout dans les négociations et qu'il était fermement opposé à tout accord. J'essaie de faire comprendre comment tout cela s'entrelace. Donc les services s'activent stratégiquement justement à un moment où Zelensky est assez embêté avec Trump. Mindik saute, Yermak saute, mais avant que tout cela n'arrive, Yermak, qui a quand même créé un système de pouvoir, parvient à faire certaines choses. Et ces choses ont encore aujourd'hui un poids important à l'intérieur de l'Ukraine. À un certain moment, en novembre 2025, Yermak sera bientôt démis de ses fonctions. Si je ne me trompe pas, c'était en décembre, quelque chose comme ça. Yermak essaie de monter une accusation, essayez de me suivre, une accusation contre Arakamia. Arakamia était toujours présent à toutes les négociations. Et il essaye de le faire par l'intermédiaire du SBU. Le SBU. C'est-à-dire les services, oui. Intérieur. Qui commandait le SBU à l'époque? Un certain Maliuk. Maliuk, après le départ de Yermak, sera démis de ses fonctions, écarté par Zelensky. Et il en sera de même pour Boudanov. Ceci est un article ukrainien qui explique comment Yermak, pour se tirer d'affaire, avait tenté d'accuser Arakamia, qui ne le soutenait pas dans l'utilisation des services contre Nabu et Sapo. On voit aussi qu'aucun n'aurait signé un tel soupçon ni porté de telles accusations. C'est-à-dire que de nombreux parlementaires du parti de Zelensky ont refusé de soutenir cette idée de Yermak d'accuser Arakamia. Et surtout à la tête du SBU, le général Vassili Maliuk, chez le procureur général pleinement autonome Ruslan Kravchenko. Ils ont montré le minimum d'intérêt à jouer en équipe. Malgré les menaces de démission, ils ont réellement préparé la mise en œuvre de ces menaces. Yermak voulait même les inculper, il voulait carrément les accuser de trahison, ce qui n'est pas rien en temps de guerre. Il voulait se débarrasser du chef des services qui refusait de bloquer Nabu, Sapo et Arakamia, donc il voulait utiliser le SBU pour tenter de se tirer d'affaire. À noter que Yermak quitte la scène et que, de toute façon, le chef du SBU, Maliuk, est démis de ses fonctions. Juste après, cela arrive à Boudanov, qui est retiré de son poste de chef des services militaires et placé à la place de Yermak. Et ici, il faut ouvrir une parenthèse. D'ailleurs, nous avons préparé un schéma. Notez que tout cela était prêt quelques jours avant que le chaos n'éclate entre l'Iran, les États-Unis et Israël. En fait, nous avions fait un short, puis le chaos a éclaté, nous nous en sommes occupés, et ce live est resté, disons, un peu en suspens. Voici le schéma des relations pour lequel j'ai mis toutes les sources, et tout ce que je dis est prouvé, et même, pour la plupart, écrit par les Ukrainiens eux-mêmes. Voici les relations. Nous avons Maliuk, ancien chef du SBU,
des services intérieurs ukrainiens qui refusent de prendre des ordres de Yermak. Et enquêter sur le Nabu et le Sapo, qui enquêtent sur Yermak, sur Mindik et tous les autres. Donc Yermak essaie de convaincre. Certains parlementaires, certains ministres, d'accuser Arakamia, côté parlementaire, et Maliuk, chef des services, d'être des traîtres. Personne n'accepte parce que tout le monde se rend compte que Yermak est fini et donc Yermak saute. Zelensky prend Boudanov, que personne au monde, en temps de guerre, ne retirerait l'un des meilleurs chefs du renseignement. C'est l'un des meilleurs chefs du renseignement que le monde ait jamais vu. Parce qu'il faut le dire, les Ukrainiens, avec le peu qu'ils ont fait des choses dignes du Mossad. Et il le met à la place de Yermak, c'est-à-dire pour aller parlementer, parler avec les Russes, donc pas un rôle opérationnel. Dans tout cela, il y a une intrigue de pouvoir très intéressante, parce que Yermak tombe, mais avant de tomber, il parvient à faire quelques mouvements. L'un de ces mouvements consiste à installer Poklad comme adjoint des services. Camara ne compte pour rien, il a été choisi par Zelensky. Mais en réalité, celui qui dirige maintenant les services, c'est ce Poklad, un personnage dont nous allons beaucoup parler dans un instant, car il a une histoire assez inquiétante. Je vous dis seulement que son surnom est l'étrangleur. Je vous ai tout dit. Pour être clair, Boudanov, parce que lui aussi, avec le SBU, donc à la fois le GUR, les services de liste de renseignement militaires, et le SBU avec Maglio, refuse de s'impliquer dans cette histoire. Parmi les agences anticorruption, Zelensky, Yermak, etc., eux, ils ne veulent tout simplement pas s'en mêler. Ils ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils sont punis. Le chef du SBU, Maglio, qui est démis de ses fonctions. Et Boudanov est également démis de ses fonctions. Démis des services de renseignement militaires, pour plusieurs raisons. Premièrement, rappelons-nous Zaloujny, car Zaloujny était aussi impliqué dans cette histoire. Boudanov était l'un des candidats les plus probables, disons selon les sondages, comme concurrent de Zelensky, tout comme Zaloujny. En effet, Zaloujny a été envoyé à l'ambassade. Envoie-nous une carte postale. C'est aussi un moyen pour Zelensky de désamorcer Boudanov en tant que concurrent politique. L'autre point, c'est que si Boudanov prend la place de Yermak, mais que tous les hommes, relisez l'article du Financial Times. Ceux qu'il a sous ses ordres ont tous été choisis par Yermak, du plus bas niveau jusqu'au vice du bureau présidentiel. Eh bien, Boudanov se retrouve pratiquement à diriger une machine avec tous les hommes installés et choisis par Yermak. Dans l'article du Financial Times, il était justement question de cette vingtaine d'hommes qui avaient été personnellement choisis par Yermak pour gérer ses affaires, et parmi eux, aucun n'a été remplacé. Donc Boudanov est à la tête du bureau du président, mais tous les hommes qui l'entourent ne sont pas ses hommes de confiance. Encore aujourd'hui, d'après ce que disent souvent les journaux ukrainiens, Yermak va voir Zelensky un jour sur deux. Donc il continue quand même à exercer une influence. Bravo Winter, la nomination de Boudanov à la place de Yermak est un poste en or. Visible mais sans aucun pouvoir, il n'a même plus les services. Il a de nouveau parlé en tant que chef du GRU, du GUR, de Valchenko, encore une fois c'est Zelensky qui l'a choisi. Donc nous voyons comment, avec différentes manœuvres, Zelensky a réussi à neutraliser le chef de la sécurité intérieure et le chef du renseignement militaire. Pourquoi Boudanov et Yermak ne se supportent-ils pas? Quelle est la raison profonde de cette inimitié? Boudanov, malgré le fait qu'il soit l'un des hommes qui a causé le plus de tort à la Russie, si l'on regarde ce qu'il a dit. Au cours des 9 derniers mois, il a fait des déclarations assez contradictoires par rapport à sa position. L'une des plus célèbres est celle selon laquelle l'Ukraine pourrait cesser d'exister en tant qu'État. Il semblerait qu'il ait dit cela lors d'une réunion à la Verkhovna Rada, en disant pour ainsi dire que nous devons trouver une solution alternative à la poursuite de la guerre.
Lorsqu'il était au Forum européen, il a dit « Nous devons parler avec les Russes ». Bien sûr, les Russes. Ce sont, disons, des voisins encombrants. Tu peux aussi avoir de mauvaises relations avec tes voisins, mais ensuite, inévitablement, tu dois leur parler. Donc, paradoxalement, Boudanov, qui est adoré par les nationalistes, qui sont les plus extrémistes, est un bon profil pour négocier. Pourquoi ? Parce que si c'est lui qui négocie, les nationalistes ont plus confiance. La Verkhovna Rada est le parlement ukrainien. Deuxièmement, il est neutralisé comme négociateur, le rival de Zelensky. Et troisièmement, il est placé dans une position où il n'a pas de pouvoir. Quatrièmement, si les négociations de Boudanov avec les Russes tournaient normal, eh bien, à qui serait la faute ? À Boudanov. Donc Zelensky, honnêtement, d'un point de vue politique, a fait un coup de maître. Il a mis Boudanov dans une position, dans une cage dorée. C'est une personnalité qui aime le nationalisme. Et donc, s'il parle avec les Russes, les nationalistes ne peuvent pas l'attaquer autant qu'ils attaquaient Zelensky. Et s'il échoue, tout sera la faute de Boudanov. Mais pourquoi Boudanov et Yermak se détestent-ils ? Au-delà du fait que Boudanov est plus proche de la CIA et Yermak plus proche des Anglais. Et leur position reflète aussi, disons, des proximités différentes. Yermak est nettement moins véhément. Yermak est opposé à toute négociation. Comme par hasard, les Anglais sont ceux qui sont les plus intransigeants concernant la paix en Ukraine. Les Américains, en revanche, sont plus enclins à une négociation. Et comme par hasard, Boudanov est un personnage qui plaît beaucoup au milieu américain du Pentagone. Peut-être parce qu'ils se comprennent mieux entre gens des services, etc. Boudanov a été dupé, neutralisé, privé des services qu'il dirigeait de 2020 à 2026 et envoyé au Parlement. Il y a aussi un changement quant à ceux avec qui on négociait. Si on regarde bien, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, Boudanov se retrouve à parler à Abu Dhabi avec qui ? Avec le chef des services russes. Pas avec le Père Noël. Ce sont les chefs des services qui se sont rencontrés. Pas diplomate et diplomate, ambassadeur et ambassadeur. Chef des services avec chef des services. C'est un autre type de discussion. Plus technique, selon moi. Avec des gens qui, selon moi, ne te racontent pas d'histoire. Il est intéressant de noter que les Ukrainiens et les Russes ont envoyé des chefs de service. Et là, les choses deviennent très intéressantes. Pourquoi ? Pendant qu'ils parlent avec les Russes, il se passe quelque chose. Vous vous souvenez de ce qui se passe ? Juste au moment où il est physiquement assis dans une pièce. Avec le chef des services russes, l'adjoint du chef des services russes, le général Alexeïev, il subit un attentat. Ce n'était pas un attentat commis par Boudanov. Premièrement, il n'était plus à la tête du GUR. Deuxièmement, il n'aurait aucune raison, alors qu'il parle avec le chef des services russes, de commettre un attentat contre son adjoint. Il est à noter que déjà, les nouveaux chefs des services, tant internes que militaires, avaient été remplacés par des personnes très proches de Yermak. L'étrangleur Poklad fréquentait Yermak depuis 2010. Et ce n'est pas moi qui le dis, et c'est ça qui est bien. Ce ne sont pas mes histoires, mes théories ou des choses bizarres. La trottinette explosive. Bravo, je vois que vous vous souvenez. Maintenant, je vais faire ressurgir un autre souvenir pour vous faire comprendre pourquoi ces inimitiés datent de très très longtemps. Vous vous souvenez quand, au début de 2022, à un moment donné, un représentant ukrainien a été accusé d'être un espion russe et a été tué. Vous ne vous souvenez pas ?
Voilà, cette affaire-là que je trouve très intéressante. Je parle de Denis Kiriev. Voilà. Maintenant, je vais vous le montrer. Qui a accusé le SBU, donc les services internes, d'avoir tué Denis Kiriev? Kiriev, qui a accusé les services? C'était Boudanov. Boudanov s'est plaint que les services internes, le SBU, ont tué Kiriev. Et que son corps avait été jeté dans la rue. Boudanov dit que Kiriev n'était pas un espion russe. En tant que chef du service spécial, je suis sûr que la personne qui était notre employé, donc un membre du GUR, n'était pas un espion. Tout d'abord et deuxièmement, je connais personnellement Monsieur Kiriev depuis 2009, juste pour que vous compreniez, a déclaré Boudanov. Selon lui, personne ne s'attendait à ce que les employés du SBU agissent de cette manière contre un employé à plein temps du GUR. À l'époque, le chef du SBU, Ivan Bakhanov, n'a pas pu expliquer quoi que ce soit correctement. Boudanov a également déclaré qu'il connaissait les personnes qui ont tué Denis Kiriev. Et c'est là que Poklad, l'étrangleur, entre en scène. Lo strangolatore. Poklad, l'étrangleur, qui est une figure monastique. Très controversé parce que notre ami l'étrangleur, dont il existe très peu de photos, et qui est maintenant monté au rang de vice-chef des services. C'est celui que Boudanov accusait d'avoir tué Denis Kiriev. Ce personnage-là. Ce personnage-là a tué Denis Kiriev en 2022, accusé d'être russe, mais aussi d'être pro-russe, de jouer un double jeu, etc., qui en réalité était un agent de Boudanov. Et maintenant, on commence à remarquer qu'il a une histoire vraiment incroyable. Ce sont tous des journaux ukrainiens. En 2003, il avait servi dans les services de l'intérieur. En 2010, il avait été démis de ses fonctions de chef du département du renseignement tactique, c'est-à-dire ceux qui vont littéralement éliminer. Et analyse du département de lutte contre la criminalité organisée du département principal du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine, dans la région de Soumy. Il s'était retrouvé impliqué dans toute une série de scandales, et c'est là qu'il recevra le surnom d'étrangleur. Justement parce qu'il se faisait, disons, un peu discret, il avait un peu disparu des radars. Il paraît même qu'il a été sorti de prison. On parle d'un type qui est allé en prison pour racket et d'autres choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce que je vous ai montré, c'était le tableau, le registre, comment ça s'appelle, son casier judiciaire, donc il avait vraiment fini en prison. Maintenant, c'est le chef, le vice-chef des services internes, pour vous donner une idée. Ceci est un vieil article du 18 juillet 2008 où l'on parle de Poklad. Tout d'abord, quelques mots sur la prétendue victime, le chef de la police. Il collaborait avec le chef de la police de Soumy et aussi avec celui d'Odessa. C'était un personnage impliqué dans des attentats contre la police. Il était lié à des rackets. On n'en sait pas beaucoup plus. En 1996, il a été condamné à 6 ans de prison avec confiscation pour extorsion. La cour d'appel a confirmé le verdict. Après 2 ans et demi, il a été libéré grâce à une amnistie, une loi spéciale qui a été adoptée entre 2001 et 2002. Il a purgé sa peine dans un centre de détention à Katelar et dans une prison à Poltava. Il a été libéré non sans l'aide de Plouchnik. Plouchnik était pratiquement un chef de la police. La théorie avancée par de nombreux journalistes d'investigation à propos de ce personnage, c'est qu'il a fini en prison, il a été sorti par la police, et ensuite il est devenu un informateur de la police, en pratique. Et donc il était un peu dans le monde du racket, des mafias, etc. Et un peu il faisait l'informateur.
Les forces de l'ordre ont de forts soupçons et Poklad s'est impliqué dans plusieurs meurtres audacieux. Lien plus proche, Ivan Diachenko, président du tribunal de district de Kryukovski. Vladimir Glantz, vice-chef du département de contrôle du crime organisé. Et bien d'autres, c'est-à-dire toute une liste de différents personnages dont la dernière est cette accusation contre Boudanov d'avoir tué leur homme parce que c'était sa méthode. Il les emmenait en voiture, les étranglait puis les abandonnait. Supposons que même seulement 1/10 de ce qui est écrit par les Ukrainiens, pas par moi, des journalistes d'investigation, etc., soit vrai sur ce personnage. Le fait qu'aujourd'hui il soit le vice-chef des services de sécurité intérieure, ça te fait un peu réfléchir, non ? C'est un peu comme mettre un chef assez impliqué dans des affaires louches. Donc, récapitulons. Nous avons Poklad maintenant, qui était le vice-chef des services de sécurité intérieure ukrainiens. Et quelle est la première chose que fait Poklad maintenant qu'il est le vice-chef des services ukrainiens ? Selon vous ? Avec Zelensky, il commence pratiquement à faire des purges. En plus du fait qu'ils ont déjà purgé les chefs du renseignement militaire et du service de contre-espionnage de sécurité intérieure, ce qui serait le Shin Bet pour les Israéliens. Zelensky annonce les purges des fonctionnaires déloyaux du SBU. Nous sommes le 16 février 2026. Qui est la personne qui, selon vous, se tient à côté de Zelensky sur la photo ? Exactement, l'étrangleur. Anche senso. Salutation. Nabu e Sapu ti hanno fatto fuori Yermak, che era comunque uno dei tuoi più fidati. C'è la tendenza, quando si viene attaccati, a circondarsi da, diciamo... Des personnes encore plus coriaces, encore plus dures, prêtes à concentrer encore davantage le pouvoir parce qu'on ne sait jamais, des personnes prêtes à tout. Voilà, Poklad est certainement l'une de ces personnes. Je n'ai pas voulu vous ennuyer avec toute son histoire, allez la lire dans les sources, parce qu'il ressemble vraiment à un personnage sorti de Scarface ou du Parrain, des pages et des pages d'histoires étranges dans lesquelles il est impliqué. Il finit en prison, puis depuis la prison, il commence à travailler pour les services. C'est un peu étrange, quelqu'un qui finit en prison et qui ensuite se retrouve à travailler pour les services. Je répète, une personne accusée par Boudanov d'avoir tué un membre du GUR. Début de la guerre, donc. Poklad aide maintenant pratiquement Zelensky, puisqu'il supervisera l'éloignement du personnel du SBU, qui ne sert pas l'Ukraine, mais qui a d'autres intérêts. Ensuite, on ne sait pas exactement dans quel sens. Il me semble que Boudanov a servi le pays, même plutôt bien. Il s'agit pratiquement d'une purge à l'intérieur des services, surtout des hommes que probablement Boudanov avait placés au cours de ces 6 années. Donc en plus de retirer Boudanov, ils sont en train de purger, ils ont commencé par les postes les plus élevés, ils sont en train de purger tous ces hommes qui avaient probablement été choisis par Boudanov, de façon à placer des hommes plus loyaux envers le gouvernement plutôt qu'envers l'homme qui les a formés. Il y a toujours une crainte aussi des pouvoirs à l'intérieur de l'Ukraine, entre les pouvoirs des services, de l'armée, des nationalistes, etc. Je répète, tout cela, ce sont des choses que j'ai mises en conjecture, mais essentiellement, ce sont tous des articles de journaux ukrainiens. Ni plus ni moins, c'est Ukrinform, pour donner une idée. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré avoir chargé le chef, par intérim du service de sécurité ukrainien, Khmara, et le vice-chef Oleksandr Poklad, de travailler à assainir le service de sécurité ukrainien. Maintenant, demander à un type qui s'appelle l'étrangleur de nettoyer tes services, c'est, si Moreau sait, il ne me semble pas la personne la plus adaptée, sauf du point de vue de la cruauté. Sur ce point, nous sommes absolument d'accord. Je vais en rajouter une couche.
Pendant que tout cela se passait, c'est-à-dire que Boudanov était démis de ses fonctions, remplacé par Yermak, Poklad était nommé vice-chef des services internes. Zaloussi, qui d'habitude ne parle pas, s'est exprimé parce qu'il est utile ensuite de faire ces directs, en reliant tout ensemble. Zaloussi dit depuis l'Angleterre qu'un de ses Zaloussi avait été attaqué par ces foutues choses. Ils avaient en fait une descente chez lui, envoyée par Yermak en 2022 alors qu'il était aux commandes. Toujours du SBU. Donc même Zaloujny en profite pour régler quelques comptes depuis l'Angleterre. L'ancien commandant en chef de l'Ukraine, Valéry Zaloujny, a déclaré dans une interview que le service de sécurité ukrainien, le SBU, avait fait une descente dans son bureau en septembre 2022, a rapporté l'Associated Press. Le 18 février, vous voyez, tout est sorti plus ou moins en février de cette année. Le raid aurait eu lieu à un moment de tension croissante entre Zaloujny, actuellement ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni, et le président Volodymyr Zelensky, sur la défense du pays face à l'invasion massive de la Russie. En réalité, Zaloujny, si vous lisez l'interview, laisse entendre qu'il y a Yermak derrière, d'autant plus que dans l'article du Financial Times, il ressort que c'était Yermak qui menait ce genre d'opération. Au milieu du grand scandale de corruption qui a finalement forcé la démission de Yermak, Zaloujny a publiquement demandé en novembre un changement politique pour l'après-guerre. Notez que ces choses-là doivent aussi être mises en relation. Des services internes envoyés par Yermak auraient donc vraiment mené une descente contre Zaloujny en septembre 2022. De l'état-major, et là, par chance, moi qui ai une bonne mémoire, je me suis souvenu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait en septembre 2022 ? Voyons si vous vous en souvenez. Qu'est-ce qui se passait en septembre 2022 en Ukraine ? En septembre 2022, il y a eu les offensives ukrainiennes à Kherson, Izium, Liman, Kupiansk. Et la retraite des Russes en octobre-novembre de Kherson. Et qu'est-ce que voulait faire Zaloujny ? Zaloujny voulait lancer ses offensives. Liman et Kherson, non. Parce qu'en 2024, une fois Zaloujny démis de ses fonctions, il avait donné cette interview ici, où il voulait une offensive sur Zaporijia en 2022. Zaloujny a insisté pour une contre-offensive audacieuse en 2022. Il voulait lancer la contre-offensive sur Zaporijia en 2022. Donc c'est agréable quand on parvient à relier toutes ces choses. Et Zaloujny évoque ce fait qu'il a subi cet assaut dans ses bureaux de la part des services internes envoyés par Yermak en septembre. Et là, je me suis souvenu que c'était exactement les mois où l'offensive au nord avait lieu. En reliant cette interview de 2024, qu'est-ce qu'il y a en septembre 2024 ? Où il disait qu'il voulait lancer l'offensive sur Zaporijia. Pas au nord, en effet, mais la contre-offensive au nord, surtout du côté de Kupiansk, Izium, Liman, a été gérée par Syrski. Donc probablement la raison pour laquelle il a subi ce raid, c'est parce qu'il était contre, et c'est là que naissent toutes les disputes entre eux commencent même avant la contre-offensive de 2023. Vous vous souvenez qu'à un certain moment, Zaloujny disparaît complètement entre la fin 2022 et l'été 2023. Dans les journaux, il ne donne plus d'interviews, il n'y a plus de vidéos. L'histoire a émergé selon laquelle on a tenté de l'assassiner, la fameuse grenade qui devait être fausse mais qui était vraie, contre son adjoint. Des choses comme ça, au point que même les Russes disaient qu'il avait été blessé, etc., etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, des choses. Maintenant, petit à petit, elles se mettent en relation. Donc nous avons un tableau très intéressant.
Oui, quelles sont les positions internes? Maintenant, enfin, on arrive à voir qui est avec qui et dans quel but. Donc, dans ce schéma de relation, en réalité, il faudrait aussi ajouter Zaloujny. Nous avons Yermak qui embêtait tout le monde ici, imaginez Zaloujny aussi. Quand il était contre, c'est vraiment sa façon de faire, classique. Donc, pour revenir à ce qui se passait maintenant, nous avons Yermak qui avait utilisé Maliouk pour attaquer Zaloujny, mais Maliouk a refusé de lui donner un coup de main contre Nabu et Sapo. Alors, avant qu'il ne perde sa place, ils ont installé Poklad, qui est le même qui a tué l'homme des services de Boudanov lors des négociations de 2022, et dont Boudanov se souvient bien, et qui se trouve maintenant au poste de vice-chef du SBU. Qui organise l'attentat contre le vice-chef du renseignement militaire russe, Alexeyev, justement pendant que Kostyukov, le chef du renseignement militaire russe, est en train de parler avec Boudanov. On est bon? Comme ça, on comprend aussi un peu ce qui se passe et quels sont les clivages internes. Donc, nous devons parler de ceux qui sont plus proches des Américains, comme Boudanov, et de ceux qui ne veulent absolument pas parler, comme Yermak, qui ont aussi fait un peu de tout dans le passé pour faire échouer les négociations. Ce n'est pas que du côté russe, ils offraient en quelque chose d'extraordinaire, mais de son côté aussi, il y mettait du sien. Et lui, il a toujours utilisé les services quand il a pu pour se mettre au milieu. Donc encore aujourd'hui, Yermak, par l'intermédiaire de Poklad, exerce quand même un pouvoir qui essaie de mettre des bâtons dans les roues de Boudanov. Parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue politique, si Zelensky charge Boudanov de mener ces négociations et que ces négociations échouent, souvent Yermak donne un coup de main pour les faire échouer. C'est sûrement Boudanov qui endossera la faute. Et pendant ce temps, les nouveaux chefs des services Ivachenko et Kamara voient leur cadre être purgé et remplacé par des personnes évidemment plus loyales à Zelensky, dans le cas même de Poklad qui a été placé par Yermak. Disons que les purges internes au sein des services de sécurité ukrainiens viseront certainement à placer des remplaçants plus proches de Yermak, afin que Yermak continue d'exercer un pouvoir, même si, au niveau nominal, il n'a pratiquement plus aucune fonction. Poklad et Yermak, comme vous le lirez aussi dans différents articles, se connaissent depuis pas mal de temps, depuis longtemps. Et en plus de tout cela, évidemment, il y a aussi les forces nationalistes au milieu, donc nous parlons des corps d'armée d'Azov. Et tout le reste aussi. Ils étaient, je ne sais pas s'ils le sont encore, très pro-Boudanov, mais certainement pas pro-Syrski. Très souvent. Biletsky est les commandants de l'Azov, qui comptent désormais 2 corps d'armée. On ne parle pas d'un bataillon, d'une brigade, d'une division, on parle maintenant de 2 corps d'armée. De nombreux articles écrits par Biletsky, qu'on appelle le Führer blanc dans certains milieux, demandent la destitution de Syrski. Mais cela fait longtemps. Ce sont tous des articles qui concernent justement les aspirations, entre guillemets non politiques, ce sont des aspirations militaires. Pourquoi l'Azov et les autres se sont-ils constitués en 2 corps d'armée? Parce qu'en tant que général de brigade, tu ne peux absolument pas être éligible au poste de chef d'état-major, alors que si tu es général de corps d'armée, oui. Alors tu as plus de chance. En effet, ce sont eux les extrémistes. Bilecki. En Ukraine, on pense trop à la trêve, au lieu de la rapprocher en rendant l'armée plus efficace. Eux, ils voient là la possibilité d'une trêve, la fin de la guerre uniquement par la force. Donc c'était aussi malin, du point de vue de Zelensky, de nommer Boudanov, car il l'a éloigné du pouvoir des services de renseignement. Il est proche des nationalistes, donc très probablement des négociations menées par Boudanov, disons-le ainsi,
n'en serait plus acceptable pour les nationalistes. Il serait difficile qu'ils s'en prennent à Boudanov, car il a toujours été, en tout cas, l'un de leurs symboles. Tu ne peux pas dire de Boudanov qu'il n'est pas quelqu'un qui s'est battu pour l'Ukraine ou qu'il n'est pas quelqu'un de coriace, donc cela aussi a du sens. Eux, ce sont sûrement ceux qui sont le moins enclins à faire des compromis. Ils voient une éventuelle impasse et un renforcement de l'armée ukrainienne comme la meilleure solution pour la paix. Les nationalistes, ont composé des chansons. Ils ont plusieurs chansons dédiées à Boudanov, donc il est difficile qu'ils puissent s'en prendre à l'un de leurs propres symboles. Donc politiquement, ce geste de la part de Zelensky est très intelligent. Donc comme vous le voyez, lorsqu'on parle de parlementaires, en réalité, il y a des forces internes qui ont des visions différentes. Si nous voulons aller plus loin dans cette histoire, qui est l'homme qui a répondu à Trump ? En 2016-2017, lorsque Trump demandait de l'aide à l'Ukraine pour trouver des informations sur Hunter, Biden, etc. Yermak Trump a appelé directement Yermak à l'époque. Pour protéger Zelensky, il s'est retiré, il s'est, interposé comme un bouclier. Nous sommes en 2019, bon, je ne l'ai pas mis dans les sources. Ils ont essayé de ne pas donner à Trump ce qu'il cherchait, c'est-à-dire des armes contre Biden, mais c'est Yermak qui a parlé avec Trump, et Trump s'en est souvenu. Oui, l'affaire Burisma Holdings, une banque anglaise qui avait plusieurs affaires. Ukraine. Il y avait le fils de Hunter Biden impliqué et d'autres choses étranges. Pourquoi tout cela est-il pertinent ? Parce que Yermak, peut-être à tort, pensait avoir une bonne relation avec Trump, car à l'époque, il avait quand même essayé de lui donner quelque chose contre Biden. Mais l'idée à l'époque était un échange d'informations contre le déblocage de près de 500 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Et c'est Yermak qui a organisé la fameuse rencontre entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche, celle qui a capoté. Peut-être en surestimant les relations qu'il avait, ou des choses comme ça, c'est pour vous faire comprendre le niveau d'influence. Il détenait ce pouvoir jusqu'à très récemment. Donc, quand on parle des fameuses théories du genre « est-ce que c'est Boris Johnson qui a arrêté les Ukrainiens à Istanbul ?» etc. À part ça, ça me fait rire parce qu'on cite toujours Arakamia et Arakamia dans une interview. Ce sont les petites manœuvres de certains journaux, n'est-ce pas ? Ils disent qu'Arakamia a dit que Boris Johnson est arrivé, enfin non, ils le citent, mais ils ne mettent jamais le lien. Alors que moi je vais vérifier les choses moi-même. Arakamia dit que Boris Johnson est arrivé quand ils étaient déjà en train de rentrer. Donc il ne pouvait absolument pas être déterminant, mais il n'y en avait pas besoin. Parce que comme nous le voyons, dès le début, il y a une lutte entre les services internes, les services militaires. Je parle quand même de commanditaires politiques qui voient. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En ce qui concerne cet homme de Boudanov, Denis Kiriev, qui a été tué, accusé d'être un espion russe par les services de renseignement internes. Peut-être qu'il obtenait des résultats, mais il est étrange d'accuser un homme comme lui, parce que Denis Kiriev faisait partie de ceux qui avaient prévu la guerre. Il faisait partie de ceux qui, quelques jours avant la guerre, mais aussi dans les mois précédents, un peu comme l'a fait Arestovitch, disaient « Regardez, les Russes vont nous attaquer, donc il n'aurait pas eu de sens qu'il ait trahi. » Surtout s'il était un agent. Ce sont des histoires étranges, qui montrent cependant que, même au sein des négociations en Ukraine, il y a différentes sensibilités. Et elles ne sont pas toutes liées à Zelensky. Certaines sont liées à Yermak, d'autres au service interne, d'autres au service militaire, qui servent aussi de porte-parole pour d'autres qui ne s'expriment pas ou qui ont du pouvoir,
comme les nationalistes, mais qui le manifestent à travers Boudanov et donc Zelensky. Quand il nomme quelqu'un, il doit aussi tenir compte de qui cette personne représente, quand elle parle. Donc il est très difficile de faire accepter des négociations. Comme on le voit, il y a différentes écoles de pensée et chacune essaie de saboter ce que fait l'autre. Le dernier attentat, celui d'Abu Dhabi, impliquait le vice-chef des services russes pendant que Boudanov parlait avec le chef des services. È chiaramente opera De Poklad sur mandat de Yermak qui tente de faire échouer cette négociation. Aussi parce qu'il y a tout l'historique précédent sur la façon dont il était extrêmement opposé. Allez relire l'article du Financial Times. Parce qu'en reliant toutes ces choses, chacune confirme l'autre et tout s'emboîte parfaitement. C'est pour cela que j'étais extrêmement dubitatif, même s'il y avait sûrement des pressions, notamment de la part des Américains et de tous les autres. Il suffisait que les États-Unis et les Américains se mettent d'accord et les Ukrainiens auraient avalé n'importe quel accord, mon œil. Il y a des lignes extrêmement divergentes même à l'intérieur de l'Ukraine. Je vous ai mis beaucoup plus de sources que cela. J'ai essayé de condenser toutes ces choses en ces 50 minutes, mais on peut aller beaucoup plus en profondeur pour voir la position de Boudanov sur les négociations, ses déclarations. Allez voir aussi le calendrier des moments où certaines attaques ont lieu. Allez voir aussi ce qui est arrivé au vice-chef du renseignement. Comme Camara, pourquoi ils ont choisi Camara? Pourquoi c'est lui qui a été choisi à la place de l'autre? L'autre parce qu'il avait refusé de se prêter à la protection. D'après l'enquête. Mais pourquoi ont-ils choisi le nouveau? Parce que le nouveau est quand même proche de Yermak, au point qu'ils se connaissaient. En effet, il y a aussi beaucoup de discussions qui peut-être n'arrivent pas jusqu'à nous parce qu'elles ne sont pas particulièrement intéressantes pour le public italien, etc. En Ukraine, en revanche, on discute beaucoup, parce qu'il y a de nombreux blogs qui s'occupent de politique intérieure. Puis, imaginez en période de guerre, toutes ces choses doivent être particulièrement intéressantes pour les Ukrainiens eux-mêmes. Il est intéressant de voir qui est choisi aussi en fonction de la personne dont il est proche. Merci, et ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui l'écrivent. Oui, maintenant je vais répondre à la question. Si j'arrive à la retrouver, voyons un peu, la voilà. Quelle est la probabilité que la Russie naisse dans les prochaines années? Non, nous verrons. Maintenant, je passe à la deuxième partie de la vidéo, qui est la mise à jour de ce qui se passe sur le terrain. Et nous nous rendrons compte qu'il y a de la fatigue des deux côtés. Il y a aussi un discours sur les objectifs de la Russie, car quelqu'un qui est en train de gagner devrait-il s'asseoir à la table des négociations avec les Ukrainiens et les Américains? Parce que d'un point de vue stratégique, la Russie ne peut atteindre aucun des objectifs qu'elle s'était fixés au début. Que ce soit le renversement du pouvoir en Ukraine au profit d'un gouvernement plus proche, la Nouvelle Russie. Jusqu'à Odessa, l'obtention de la levée des sanctions. La reconnaissance des territoires, prenez ce que vous voulez. Tout cela ne peut pas être obtenu simplement en prenant le petit village X ou Y, ni plus ni moins. Tu ne peux l'obtenir qu'en te réconciliant avec le système international, avec les Américains et avec tous les autres. Si quelqu'un est en train de gagner, il n'a pas besoin de demander ces choses-là d'un point de vue stratégique. Alors, quel est le résultat minimum que, selon moi, les Russes se sont fixés? Au moins pour pouvoir dire mission accomplie et essayer de mettre fin à la guerre, la conquête complète du Donbass. Et maintenant, nous verrons que tous les efforts sont orientés dans ce sens. Mais c'est un butin bien maigre pour une guerre qui dure plus longtemps que l'engagement soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ecco. En revanche, pour ce qui est des Ukrainiens qui ont abandonné les velléités de retour aux frontières de 91, ce qui était un mirage un peu ridicule, la survie est déjà un bel objectif.
Un peu comme la Finlande contre la Russie, c'est-à-dire que personne ne s'attendrait à ce que la Finlande gagne contre la Russie, comme personne ne s'y attendrait. Au moins, moi je ne me suis jamais attendu à ce que l'Ukraine gagne contre la Russie, qu'elle réussisse à revenir aux frontières de 91. Au contraire, j'étais l'un de ceux qui étaient le fermement opposé à l'offensive de 2023 justement parce que, d'une part, je ne faisais pas confiance aux Européens. Je n'ai jamais eu confiance dans les promesses creuses, je comptais les armes qui arrivaient, etc. Et je voyais combien il y en avait. Et les délais ? Donc je n'ai jamais tenu pour acquis que l'Europe ou les États-Unis continueraient à soutenir l'Ukraine. Par rapport au volume de 2023, si vous faites attention, ils ont diminué. Et donc, selon moi, la meilleure option pour les Ukrainiens était de conserver toutes ces ressources, de rester sur la défensive. Et honnêtement, je continue à penser que s'ils n'avaient pas lancé l'offensive en 2023, très probablement, s'ils n'avaient pas gaspillé ces ressources ou s'ils ne s'étaient pas obstinés sur Bakhmut, Avdiivka ne serait probablement pas tombé s'ils avaient concentré ces ressources en défense. Cela me rappelle combien, dans certains des liens que je vous ai mis, il y a aussi une histoire intéressante racontée par différents témoins. Que l'idée de tenir Bakhmut jusqu'au bout ne venait même pas de Zelensky, mais de Yermak qui l'a imposé à travers Syrski et d'autres généraux. Eux, en revanche, se plaignaient. Pourquoi ? Parce que Bakhmut était une forteresse depuis 1670, et il y avait cette idée de créer un Alamo ukrainien mythologique qui se défendrait pour toujours, je l'ai dit à l'époque. Donc vous pouvez aussi aller récupérer les vidéos. J'ai toujours dit qu'on tient une ville ou un lieu tant que c'est productif. Pour le défenseur, dans le sens où tant que tu es capable d'infliger plus de pertes à l'adversaire qu'à toi-même. Et donc, il ne faut jamais lier la défense d'une ville à une histoire, parce que sinon je la défends tant que j'inflige plus de dégâts à l'adversaire. Puis quand je suis sur le point de la perdre, puisque j'ai construit derrière une histoire gigantesque, je suis alors obligé de la défendre même quand ce n'est plus. Il n'est plus sage de le faire pour une question de drapeau. C'est presque comme si je devais défendre ma propre narration que j'ai faite de la défense. Et les Ukrainiens sont souvent tombés dans ce piège. Ici, c'est assez prouvé aussi par les chiffres. Si vous vous souvenez de la fuite des documents de Teixeira, c'était l'aviateur américain qui avait publié des rapports sur Discord, qui étaient en fait destinés à des généraux américains 3 étoiles, 4 étoiles. Lors de la première phase de Bakhmut, les Ukrainiens infligeaient vraiment des pertes de 4 contre 1, 5 contre 1, surtout les prisonniers de Wagner, et qu'au lieu de cela, en s'obstinant à essayer de la défendre jusqu'au bout, même lorsqu'il y avait un petit couloir. Puis cet avantage s'était réduit à 2,5 contre 1, et c'est une tendance que les Ukrainiens ont depuis un bon moment. J'ai aussi posé cette question à Arestovitch. Pourquoi il continuait à laisser presque encercler les villes avant de les abandonner ? Oui, parlons de l'Alamo. Je pense aussi que c'est un effet d'évocation pour les Américains, qui ne connaissent pas très bien leur histoire, mais au moins ils se souviennent de cette bataille. Venons-en à ce qui se passe en ce moment, parce que je trouve ça intéressant. Je ne veux pas faire un live trop long, je veux essayer de condenser les informations. Dans la région de Soumy en ce moment, les Russes continuent de gagner du terrain un peu partout, disons dans un grand demi-cercle autour de Soumy. Les Russes s'activent. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un territoire particulièrement défendu, mais ils continuent, comme vous le voyez, à s'emparer de bandes de terrain tout autour. Il n'y a pas d'offensive en cours, il n'y a pas de grandes opérations, ils prennent simplement du terrain là où ils le peuvent. C'est peut-être aussi une question de... Rapport, dans quel sens de rapport ? Nous avons vu qu'il y a une tendance chaque mois à passer à la télévision ou en tout cas à faire une petite vidéo avec Poutine, Shoigu. Où doivent-ils dire que ce mois-ci ils ont conquis ? X kilomètres carrés, peu importe ensuite s'il s'agit de champs de poires ou d'un centre logistique important, on regarde les kilomètres carrés pour faire bonne impression. Parce que d'un point de vue opérationnel, cette bande de terrain ici n'a pratiquement aucune valeur.
Les Russes pourraient aussi prendre 30 km² ici. D'accord, tu as pris des petits villages de 10 maisons, mais si ensuite il n'en découle pas une offensive, une manœuvre, etc. Tu as pris quelques champs? Le fait qu'ils le fassent est que nous n'enregistrions pas d'accumulation massive de forces, mais que ce sont plus ou moins les mêmes forces qui étaient impliquées auparavant. Ce n'est pas comme si tu disais « Ah, attends, ils préparent le terrain pour ensuite essayer de frapper soumis ». Non, ce sont plus ou moins les mêmes forces qui sont impliquées dans la zone depuis maintenant 1 an. Et ils prennent un terrain qui n'a aucune valeur. Un peu comme quand les Ukrainiens, de temps en temps, font une incursion plus au sud et prennent 10 km d'un petit village. D'accord, juste pour dire, nous sommes de retour en Russie. Disons que le but le plus intelligent que je peux trouver dans ce genre de choses, c'est de s'approcher petit à petit de soumis, en grignotant des positions, afin de commencer à utiliser des drones sur soumis. Pour essayer d'en faire une ville fantôme ou de causer des dégâts, la transformer en ville de front, afin de la dépeupler. Valeur militaire nulle. Ce n'est pas comme si les Ukrainiens dans les forêts allaient les partir. Mais c'est ce qui se passe un peu sur tout le front de Kharkiv. En ce qui concerne Soumy, comme nous le voyons, il y a beaucoup de petites actions russes qui gagnent du terrain. Une zone tampon autour, qui cependant n'a pas de signification particulière. Qu'en dis-tu? Ah, c'est de là qu'ils font ça. C'est-à-dire, si tu prends ce petit coin à la frontière, ce n'est pas comme si soudainement une offensive vers Kharkiv partait de ce petit coin, n'est-ce pas? Là, ils prennent du terrain. Mais je ne sais pas si c'est pour le symbole ou simplement pour créer une zone tampon, mais il n'y a pas de grand mouvement en cours. D'ailleurs, les Ukrainiens en jaune sont en train de créer ici aussi tout un système défensif. Comme on peut le voir, il y a pas mal de concentration évidemment sur Kharkiv, sur Soumy. Et comme on peut le voir, eux non plus ne défendent pas la frontière, ils défendent bien en arrière. Donc toute cette bande de terrain, ici entre guillemets, peut être disputée. Comme on peut le voir, il n'y a pas eu de changement. On n'observe pas de grands rassemblements de forces, bien que ce soit la zone où ils ont le plus avancé et où il y a le moins de forces, y compris ukrainiennes. De l'autre côté, comme nous le voyons, ces manœuvres ici ne sont pas particulièrement importantes. Elles ne révèlent pas de mouvement particulier. Ici, en revanche, depuis quelques mois, les Russes commencent à augmenter leurs forces. Nous sommes au nord de Kupiansk. Ici, cela fait un bon moment que des forces s'accumulent. Jusqu'à présent, elles sont restées, entre guillemets, inutilisées, parce qu'ils n'ont pas vraiment lancé de grandes offensives, comment s'en sortent les centaures italiens. Écoute, la dernière nouvelle que j'avais à leur sujet, c'était leur utilisation lorsque les Ukrainiens ont repris Kupiansk. Ce fut la dernière utilisation enregistrée des centaures. Je ne sais pas s'ils les utilisent de tous les jours pour de petites opérations, mais disons quelques centaures. Ils ont été utilisés pour mener une incursion rapide, fournir un appui-feu et permettre aux équipes d'entrer à Kupiansk. Donc, comme nous le voyons, à Vovchansk, qui se trouve entre Kharkiv et Soumy, la situation reste à peu près la même. Il peut aussi y avoir un autre objectif. Cependant, cela oblige les Ukrainiens, de manière préventive, à déployer des unités, à gérer beaucoup de choses. Cette prise de territoire par les Russes n'est pas particulièrement significative. Ici, il y a Vovchansk. Pour donner une idée, comme vous le voyez, les Ukrainiens, de manière symétrique, sont quand même obligés, chaque fois que les Russes prennent quelque chose, par précaution d'y placer des unités. À Kupiansk, comme nous le voyons, le terrain a été complètement libéré par les Ukrainiens ces derniers mois, depuis l'apparition de Zelensky. Même si la vidéo avait été enregistrée un peu plus tôt, les Russes ont repris un peu de terrain. Au nord, il n'y a presque rien sur ce terrain à part des tranchées. Et dernièrement, ils font beaucoup d'incursions, arrivant même dans la zone la plus au sud de la ville. Mais il n'y a pas eu de grands changements, si ce n'est que la plupart des unités ukrainiennes sont déployées sur le côté ouest.
donc peu exposés au risque d'être coupés. Disons que les Ukrainiens ont retenu la leçon et tiennent bon. Faites attention à cela. Bataillon de reconnaissance, 33e mécanisé, 43e brigade d'infanterie mécanisée. Toutes les unités les plus mécanisées sont maintenues de l'autre côté, car ce sont celles qui ont la plus grande capacité de déplacement en cas de besoin. Les bataillons, disons du type brigade de fusiliers, ces unités-là, l'infanterie légère, ils les ont déjà déployées à l'ouest. Voyons ce qui se passe à Siversk. Soledar et Sloviansk-Kramatorsk. Si vous vous souvenez, lors du live précédent, je vous avais dit que j'avais des informations selon lesquelles les Ukrainiens se retiraient dans la zone pour rectifier la ligne. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, quelqu'un me dit « Mais comment vérifies-tu les informations reçues ?» Le temps le dira, il y a peu à dire. Si l'information était bonne, avec le temps, tu verras que les choses arrivent. Donc mes remerciements à Gotmog que je salue. Nous avons vu que ces dernières semaines, il y a eu ce mouvement de recul de la part des Ukrainiens dans la zone. Et rationnellement, cela a du sens, car là aussi s'était formé une sorte de chaudron en forme de fer à cheval, sans village particulier. Où une défense donc a beaucoup de sens, que les Ukrainiens se retirent vers des positions, des conditions plus sûres. Donc comme nous le voyons, même pour rectifier la ligne est raccourcie et donc les unités ukrainiennes peuvent se déployer plus rapprochées les unes des autres. Donc plus d'unités par KLM2. Créer une structure. Et donc c'est une autre, disons, leur défense. Autour des collines de ce qu'on appelle Mykolaïvka, Mykolaïvka est un centre urbain qui se trouve devant les réservoirs d'eau de Sloviansk et Kramatorsk. Ici, comme vous l'avez vu, on était en train de créer cet étranglement en forme de fer à cheval. Les unités ukrainiennes sont en train de se réorganiser. Toutes ensemble de manière systématique, elles se retireront probablement autour de cette ligne. Pour défendre, il y a beaucoup d'activités car sûrement, comme nous le disions, l'objectif minimum pour les Russes est au moins d'y arriver d'ici la fin de cette année. Puis nous verrons aussi également les possibilités, étant donné que de nombreuses sources ukrainiennes, y compris officielles, parlaient du risque de 20 000 Russes arrivant pour cette offensive, 20 000. Messieurs, 20 000 c'est un mois de cette guerre. Plus ou moins en phase offensive. 20 000 ce sont les pertes, entre morts, blessés, disparus, etc., qui se produisaient en 2024, 2025. Je suis même en dessous. On a même atteint des pics de 30 000 par mois. Quand j'entends les Ukrainiens dire que 20 000 Russes arrivent pour une offensive, je me dis mais j'ai mal lu, peut-être 200 000, parce que 20 000 pour renforcer les efforts offensifs. Ça me fait penser qu'il n'y a peut-être plus de gens disponibles. Ensuite, tu mets toujours les choses en perspective. Au cours des 4 derniers mois, l'offre commerciale a augmenté de 100%, alors qu'elle avait déjà augmenté de 400% de 2022 à aujourd'hui. Et moi, je reste toujours de son avis, peut-être que je me trompe, mais j'aime mettre les choses en perspective. La suppression de l'accès à WhatsApp, Telegram, l'augmentation de l'offre commerciale pour ceux qui veulent aller s'enrôler. Une inactivité générale de la Russie. Parce que, disons-le, ces 4 derniers mois, on n'a pas vu grand-chose. Ça me fait beaucoup réfléchir. Ils doivent en faire une autre mobilisation et donc écarter les gens. Allez, disons les réseaux sociaux libres. C'est utile pour contenir d'éventuelles plaintes parce que les chiffres annoncés sont très bas et l'activité qu'on voit sur le terrain est aussi due au gel. Enfin, bien sûr, ce qui s'est passé en novembre, décembre, janvier en Ukraine a aussi été fortement dicté par un froid glacial, qui a certainement entravé l'usage des drones. Cela a ralenti les opérations.
Des deux côtés, cependant, d'habitude. En avril-mai, les premières opérations russes tu commençaient déjà. En juin-juillet aussi. Tu devrais déjà être en pleine offensive pour donner une idée. Et pourtant, on ne voit rien de tout cela, sauf dans la zone décrite à Liman, Liversk, Soledar, Kramatorsk, Sloviansk et Kostiantynivka, comme nous le verrons. Donc, il semble qu'ils réduisent un peu leurs objectifs. Il est logique de faire ce qu'ils font au nord si le but est de prendre quelques zones tampons. De cette façon, les Ukrainiens détournent des forces là-bas, parce qu'ils doivent le faire. Mais honnêtement, tu vois la confirmation de l'approche de la Russie. Ce n'est absolument pas un problème. Ce n'est pas que ce n'est pas un problème. Ce n'en est pas un. Je ne veux pas y aller. Merci. Nous avons divers contacts là-bas, ainsi qu'à Kostiantynivka. Eux aussi nous disent qu'ils prennent 5 km² dans la zone frontalière, mais il n'y a pas vraiment une grande activité dans ce sens. Donc, pour revenir à la zone de Siversk, Soledar, Ramatov, Sloviansk, il me semble que l'effort russe est très concentré sur l'arrivée à Kramatorsk-Sloviansk, au moins pour s'assurer au moins le contrôle du Donbass. Ça c'est du 23 avril, 25 avril. On peut clairement voir comment petit à petit ils repoussent les Ukrainiens vers la zone de Mykolaïvka. Et les Ukrainiens vont probablement s'articuler autour de cette zone, sur ce système défensif. Donc l'essentiel de 2026 sera l'approche des Russes vers Kramatorsk-Sloviansk et probablement l'effort conjoint que les Russes exercent à Kostiantynivka. Kostiantynivka est dans une situation assez mauvaise. Je sais qu'autrefois on accordait peut-être plus d'attention aux situations individuelles. Les progrès réalisés actuellement dans la conquête des villes sont extrêmement lents. D'autre part, justement, aujourd'hui, je regardais un article de Rybar, qui est un groupe de réflexion russe, où, dans la zone de Pokrovsk, ils utilisent des drones mer pour transporter d'autres drones, pour réussir à faire pratiquement de l'interdiction, même à 70 km derrière les lignes. Donc cette omniprésence. La pervasivité des activités des drones, avec cette idée des drones mer qui volent avec les autres drones éteints, ou du moins actifs, mais qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. C'est un peu comme le discours. Vous vous souvenez de l'histoire du scorpion et de la tortue ? Du scorpion qui marche sur le dos de la tortue et qui veut traverser l'eau. Non, la morale où le scorpion la pique et lui dit « Justement, ainsi nous mourrons tous les deux parce que je suis un scorpion et c'est dans ma nature. » Mais c'est bien ça, le discours. En gros, t'as un gros drone qui transporte les autres drones, donc il va jusqu'à la limite maximale de sa portée, puis il fait décoller les autres drones. Cela leur permet d'avoir encore plus de portée. Dernièrement, ils utilisent... Ou c'était la grenouille. Je me souviens de la grenouille et de la tortue. Grenouille et scorpion. Donc probablement c'est utilisé pour encore plus d'interdictions, mais cela signifie qu'il y a moins de capacité à surprendre l'adversaire, parce que si même les drones atteignent 70 km derrière la ligne Myrkotask, une guerre qui dure des mois n'a pas... non, selon moi c'est une exagération de la part de Task. À mon avis, beaucoup de politiciens ont aussi l'intention de créer ce sentiment d'urgence, parce que de toute façon, la guerre, comme on peut le voir clairement, a beaucoup ralenti. Donc de temps en temps, peut-être que le politicien, un peu malin, essaie d'en faire une question plus urgente, alors que ce n'est pas le cas. Donc à mon avis, il y a aussi ce discours-là. Des exagérations aussi parce que le chaos en Iran a abaissé le seuil de vigilance. Face à cela, regardez combien nous sommes en direct. Nous sommes 2000 d'habitude. Quand on parlait de l'Ukraine, c'était 4000, 5000, 6000. Ce sont les chiffres que nous faisions lors des directs sur l'Iran il y a 2 semaines. Rappelez-vous, lors du premier direct sur l'Iran, il y avait 9000 personnes. C'était similaire à la marche de Prigojine. Quand je m'en suis occupé, il y avait près de 10 000 personnes en direct. J'utilise aussi le nombre de personnes. Pour vous donner une idée du type d'attention qu'il y a par rapport à la situation.
Maintenant, c'est peut-être un peu particulier parce que ça faisait un moment qu'on ne parlait plus de l'Ukraine. Mais en général, il y a une baisse de 50% de l'attention portée à la question ukrainienne. Donc il est normal qu'un homme politique fasse parfois des hyperboles pour essayer d'attirer l'attention. Mais je vous assure que, tout comme je dis qu'il n'y a pas de cohérence à dire que les Russes arrivent au Portugal et puis s'arrêtent devant Kostiantynivka. Les deux choses ne peuvent pas aller ensemble, l'une avec l'autre. Ou bien les Russes sont embourbés dans la guerre en Ukraine, et il me semble qu'après 5 ans, ce n'est plus une question de débat. Ce serait comme voir les Américains envahir l'Irak, et 5 ans plus tard, ils sont toujours là. Qui essaie de prendre, je ne sais pas, Bassora pour donner une idée. Donc comme nous le voyons, tout est très figé parce que de toute façon, la capacité et la volonté de mener de grandes offensives ont diminué. Ce n'est pas qu'il y en ait jamais eu, sauf dans la phase initiale de la guerre. C'était beaucoup plus mobile, si vous vous souvenez de la guerre pendant la première année. Et puis tout a ralenti, à la fois à cause de l'omniprésence des drones et du fait que les drones te font payer un tribut très élevé en vies humaines. Et donc, aucun des deux ne veut plus lancer d'attaque d'infanterie. Je vous rappelle que le mois dernier, les Russes ont tenté une attaque avec une 40aine de véhicules, entre quads, blindés, etc., sur Liman, et cela s'est très mal passé. Et les Ukrainiens ont tenté de faire exactement la même chose avec le bataillon Skala de Ryshin vers Pokrovsk, et leur attaque aussi s'est mal passée. Au final, si les moyens utilisés sont les mêmes, c'est-à-dire les drones, il est inévitable qu'avec la même tactique, les deux se heurtent au mur des drones et donc n'obtiennent absolument rien. Oui, l'Ukraine continue de frapper les raffineries russes, évidemment pour limiter l'apport pétrolier, les gains pétroliers dus à la crise en Iran, mais elle s'active aussi beaucoup. Je vous montrerai cela dans un article. En ce qui concerne la démolition systématique des systèmes antiaériens, d'alerte précoce, des radars, etc. Surtout dans la zone de l'Ukraine occupée, de la Crimée, etc. Par ailleurs, les Russes discutaient, entre blogueurs militaires, du fait qu'ils ne sont pas si désireux d'aider l'Iran, étant donné qu'ils ont déjà des problèmes de couverture pour la protection nationale, les systèmes antiaériens, etc. Donc pour revenir à Kostiantynivka, comme nous le voyons, il y a énormément d'infiltrations russes, qui commencent surtout à gagner du terrain sur les flancs de Kostiantynivka. Ce sont les toutes dernières géolocalisations de la zone. On se demande, mais pourquoi cela fait-il presque 2 ans qu'on se bat à Kostiantynivka ? Parce que quand on gagne du terrain, ce sont 2 fantassins, 4 fantassins qui avancent, tu demandais. Donc ici, tu as 4 Russes dans une maison, 4 Russes qui se sont infiltrés ici, puis arrivent 4 drones ukrainiens, ils tuent que les 4 fantassins russes. Ils occupent seule la position. Les drones russes, ils font la même chose aux fantassins ukrainiens et ça continue comme ça. Tu prends une position, tu perds une position, tu prends une position, tu perds une position. On n'arrive pas à tenir le terrain quand il est beaucoup plus facile d'envoyer des drones, et l'homme qui doit tenir le terrain n'est jamais en sécurité. Les drones, vous le savez, s'infiltrent partout, ils peuvent se glisser dans n'importe quel interstice. Maintenant, ils passent par des espaces aussi petits que ça. Donc il est très difficile de conquérir du terrain et surtout de le garder. C'est ça, la chose la plus difficile. Certaines des géolocalisations, comme vous le voyez, sont également faites au nord de la ville. Et pourtant, ce sont des situations où l'on ne peut presque plus se fier aux géolocalisations. Dans quel sens ? Tu vois les Russes qui ont pris cette position et tu te dis qu'ils sont là. Non, parce que peut-être que déjà 2 heures plus tard, la situation a de nouveau changé. Ce n'est plus aussi net qu'avant, quand un village, une position, etc. était pris. C'était assez évident. Ensuite, elle était consolidée et maintenue. Maintenant, en revanche, il y a énormément de petites actions. Je voulais placer toutes ces géolocalisations autour de Kostiantynivka justement pour vous montrer que oui, ici, il y a de grosses et belles flèches, même à l'intérieur de Kostiantynivka.
Mais quand tu regardes de plus près, la géolocalisation est insignifiante. Et cette chose se répète à l'infini à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire que malgré tout, la position de Kostiantynivka devient de plus en plus difficile pour les Ukrainiens avec le temps. Une situation que nous avons vue se répéter à l'infini. Les Russes essayent de créer un saillant en forme de chaudron, les Ukrainiens essayent de le soutenir, généralement jusqu'à ce qu'il soit réduit à l'os. Le but final, si l'on veut regarder cette chose d'un point de vue plus opérationnel, donc ce que les Russes essaient de faire, c'est de prendre Kostiantynivka et petit à petit de se rapprocher de Kramatorsk et de Sloviansk par tous les côtés. C'est ça le but final. Kostiantynivka serait un centre logistique fondamental pour eux, pour s'approcher. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits. Comme vous l'avez vu, après la chute de Siversk, derrière Siversk, il n'y a pas beaucoup de villages. Donc ils ont pris Siversk puis ont dû avancer à travers les champs. Donc il faut un centre urbain assez important pour servir de base là-bas, puis pour s'approcher de Kramatorsk et Sloviansk. Tout se passe avec une extrême lenteur. Tenez compte que Siversk est ici, pour vous donner une idée. Ici, il n'y a presque rien au milieu, à part des champs et de petits villages. Mykolaïvka est le premier endroit d'une certaine importance. Kostiantynivka est ici. Pour s'approcher de Kramatorsk et de Sloviansk des deux côtés, ils ont nécessairement besoin d'avoir un point d'appui d'une certaine importance. Depuis Kostiantynivka, tu arrives à Kramatorsk. Le plus gros problème pour les Russes, c'est qu'ici, il n'y a pratiquement rien d'important à occuper, tant qu'ils n'arrivent pas au moins à Mykolaïvka. Je pense que c'est toujours le principal objectif, c'est-à-dire essayer d'atteindre Kramatorsk et Sloviansk par 3 axes. C'est-à-dire prendre Liman à Gerandola, arriver à Sloviansk du nord vers le sud, s'approcher évidemment aussi frontalement et s'approcher par le sud à travers Kostiantynivka. C'est ce qu'ils essaient de faire depuis très longtemps, mais qui est complètement ralenti. Disons que si tout continue à ce rythme, Kostiantynivka pourrait être prise pendant l'année 2026. Kostiantynivka. Fin de l'été. Hiver. Automne 2026 si ça continue à ce rythme. Cela signifie que la possibilité pour les Russes de prendre Kramatorsk et Sloviansk en 2026, et là je me lance, est égale à 0. 0. Vu la tendance des 2 dernières années, et compte tenu de la vitesse, s'ils parviennent à obtenir le résultat opérationnel en 2026 de prendre Kostiantynivka et peut-être d'avancer un peu plus loin, ce sera déjà une belle réussite. En voyant les forces en présence, en voyant le rythme, les unités impliquées, les tactiques, etc., les chances de prendre Kramatorsk et Sloviansk pendant 2026 sont nulles. Rien. Clippez ça. 0. À moins que tu n'introduises, je ne sais pas, 4 armées d'un coup à cet endroit-là, là, et ça peut toujours arriver, mais avec les unités actuellement déployées, qui plus ou moins, oui, tournent, se relaient, mais restent à peu près les mêmes forces dans cette zone. Je ne vois aucune possibilité pour que les Russes parviennent à prendre le Donbass en 2026, vraiment aucune. Ça n'existe tout simplement pas. Et c'est un problème politique pour eux, parce qu'ils ne peuvent certainement pas mettre fin à cette guerre sans avoir obtenu pratiquement quoi que ce soit, c'est-à-dire même pas la prise totale d'un oblast. C'est aussi un problème de l'autre côté parce que, évidemment, il est parfois utile d'essayer de sauver la face de l'adversaire pour le faire se retirer. À l'ennemi qui se retire, il faut faire un pont d'or. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent même pas faire ça. Je ne vais pas me lancer dans des analyses spéculatives sur ce qui pourrait arriver à Poutine ou à l'intérieur de la Russie si quelqu'un rentre chez lui après 5 ans de cette guerre sans rien ramener. S'ils t'attrapent, ils te font la peau. Ce sont leurs problèmes.
Mais certainement, d'un point de vue militaire, non. Le Donbass ne pourra pas être pris en 2026, à moins qu'il n'abandonne tous les autres efforts offensifs partout ailleurs et ne se concentre que sur celui-là. Donc à mon avis, maintenant passons aussi au reste. Je m'arrête aussi un instant, je fais la publicité pour le sponsor, je m'arrête un instant, je réponds à vos questions. Donc je vous rappelle que ce live est soutenu par NordVPN qui en plus de vous donner un lien. Niveau de protection pour se protéger, évidemment, d'Internet, des personnes mal intentionnées avec des centaines de serveurs à travers le monde. Si vous vous trouvez par exemple en Syrie, etc. Que vous devez essayer de vous connecter à des sites et que ces sites vous refusent de l'accès parce que vous êtes peut-être dans un pays un peu particulier, ou dans des pays où il y a des restrictions sur Internet, comme en Iran, en Russie, mais aussi dans des pays comme l'Azerbaïdjan, il y a de la censure. Un VPN est un moyen de contourner certaines limitations. D'ailleurs, si vous le faites avec mon code, vous avez une réduction de 60% et en plus, vous soutenez le travail de la chaîne. J'utilise à la fois les VPN, mais surtout des logiciels qui me rendent plus invisible sur Internet, on voit moins mes données. Ils sont aussi utiles pour regarder la première. Je me souviens, je regardais surtout les premières de Game of Thrones en anglais, en avance par rapport à l'Italie, etc. Justement parce que je me connectais soit à la version anglaise qui sortait là-bas bien plus tôt. Donc faire une analyse interne pour le camp russe, tu pourrais y arriver. C'est un peu plus difficile, mais elles existent déjà. Dans quel sens nous pouvons déjà les identifier ? Il existe certainement le monde des dissidents, mais pas des dissidents externes qui ont peu de valeur, des dissidents internes qui, par hasard, sont des dissidents qui avaient à participer. Si l'on regarde ce que disent les différents anciens chefs de la République populaire de Donetsk, de Louhansk, comme Guerkin, mais aussi tous les autres, ils sont très critiques envers la guerre, son déroulement, la façon dont elle a été gérée, la direction qu'elle prendra, etc. Et ils sont souvent accompagnés par le monde des blogueurs militaires russes. Le monde des blogueurs militaires russes, peut-être, et c'est aussi une autre des grandes raisons, ainsi que les communautés liées aux blogueurs militaires russes sur les différents canaux Telegram, etc. Ils sont très critiques envers la gestion. Ce sont parmi les plus durs. Même lorsqu'il y avait des échecs de divers généraux ou diverses attaques menées par les Ukrainiens, par exemple contre la flotte de bombardiers stratégiques. Voilà tout ce monde-là qui s'exprime sur Internet. C'est sûrement une frange, mais c'est une frange qui représente probablement la partie la plus jeune du pays. Celle qui, bon gré mal gré, connaît les limitations des médias russes et cherche donc à s'informer auprès de sources alternatives. Mais ensuite, il y a toute une tranche de la population russe, à partir de 50 ans, qui n'utilise pas beaucoup Internet, qui s'informe uniquement par les médias officiels et qui est très passive. Donc il y a une partie très passive. Nous connaissons aussi les divisions internes russes, mais elles étaient déjà apparues à l'époque de Prigojine, si vous vous souvenez, sans parler du phénomène Prigojine-Wagner. Il y a la Rosgvardia, qui est pratiquement l'équivalent d'une armée personnelle de Poutine, en plus de l'armée régulière. Mais il y a aussi une question de rivalité interne. Par exemple, les Tchétchènes n'ont jamais reçu d'équipement lourd parce qu'on ne faisait pas trop confiance aux Tchétchènes. Mais le Tchétchène fait quand même peur aux Russes moyens. Et donc ils ont toujours utilisé les unités tchétchènes à des fins de police. Attraper les déserteurs russes, ce genre de choses qui laissent quand même un souvenir assez dur. Mais au niveau des factions internes, c'est difficile parce que nous n'avons pas un tel niveau d'information. On peut penser ce qu'on veut de l'Ukraine, mais tout ce que j'ai dit aujourd'hui, à 90%, je l'ai tiré directement de sources ukrainiennes. Donc il y a une liberté de la presse beaucoup plus élevée. En Russie, il n'y en a pas. Mais disons que la liberté de la presse qui existe en Ukraine est suffisante pour comprendre exactement ce qui se passe.
Surtout en ce qui concerne des journaux comme le Kiev Independent et d'autres. Les gars, allez voir les sources que je vous ai mises. 90% sont ukrainiens et ils critiquent d'eau sévèrement Yermak, Zelensky, Poklad, etc. de manière bien plus dure que ce que j'ai fait moi-même. J'ai essayé de résumer, mais là-bas le ton est beaucoup plus fort. Évidemment, ils sont impliqués, etc. Si je voulais comparer cela à l'Italie, c'est un peu comme lorsque nous nous occupions de la stratégie de la tension, des massacres d'État en Italie, des choses de ce genre. Pour eux, c'est un niveau d'intérêt de ce genre-là. Ce sont des pays en guerre qui veulent savoir ces choses-là. Donc il est assez difficile de faire une analyse sur les factions internes parce que de toute façon, le système Poutine n'a pas de faction. La seule chose que nous avons réussi à trouver en ces 4 années de guerre, ce sont les factions à l'intérieur de l'armée. Chez eux, le système tient tant qu'il tient, justement parce que soit tu fais partie du système, soit tu n'en fais pas partie. Les oligarques qui se sont enfuis, les Russes en Angleterre, etc., sont ceux qui n'ont pas voulu se soumettre à ce système-là. Mais ce système-là tient tant qu'il tient. Puis il s'effondre, les cartes sont redistribuées, mais il n'y a pas de faction dans ce sens-là. Ce sont des factions politiques petites et sans influence, alors qu'en Ukraine, les factions sont puissantes. Les chefs des services, les nationalistes, qui représentent 2 corps d'armée, etc., ont un pouvoir réel. Les factions existent en Russie, il y a les super-nationalistes, il y a les nostalgiques des tsars, il y a de tout. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pratiquement pas de force militaire, à part quelques bataillons de volontaires, comme celui de Milchakov ou des choses du genre, qui de toute façon sont étroitement contrôlés par l'armée régulière. C'est-à-dire que s'ils veulent les démanteler, ils les démantèlent en 2 secondes. L'armée ukrainienne ne pourrait pas démanteler les unités nationalistes ukrainiennes, même si elle le voulait, même si elle en avait la possibilité. Les Russes, oui les Russes, ces choses-là en Russie. Donc il est très difficile de raisonner. Les factions que nous avons trouvées sont des factions internes à l'armée. Vous vous souvenez quand il y avait la période Shoigu-Gerasimov et plusieurs généraux? Voilà, il y a un clan de Saint-Pétersbourg et un clan de Moscou au sein de l'armée. Pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire militaire italienne, c'est un peu comme les clans au sein du haut commandement italien. Il y avait les Badogliens et il y avait ceux qui étaient non plus fascistes, ou plus liés à d'autres. Suivez Giovanni Cecchini et il vous racontera toutes les histoires de Rohata et de tous les différents généraux, et comment ils étaient entalignés. Quoi qu'il en soit, Badoglio a toujours maintenu un pouvoir, une aile, disons, une faction à l'intérieur du haut commandement italien. Pour les Russes, il y a 2 clans, un de Saint-Pétersbourg et un de Moscou, qui cependant ne sont toutefois jamais allés jusqu'à l'affrontement. C'est un peu attendre que l'autre échoue afin de prendre ensuite sa place. Sourovikine, qui fut l'auteur de la retraite de Kherson, était un ami de Prigojine. Et en effet, il en a payé le prix parce que pendant l'insurrection de Prigojine, il n'a pas, disons, dénoncé Prigojine. Il a essayé de faire une vidéo très... Comment puis-je l'appeler? À la façon de Maurizio Mosca, non? Calmez-vous, restez calme, non? Ne vous battez pas. Cela n'a pas plu à Poutine. Vous devez comprendre que dans un monde comme celui-là, si vous ne vous rangez pas immédiatement du côté du grand chef, en dénonçant celui qui était peut-être votre ami jusqu'à hier, mais qui s'est maintenant retourné contre le grand chef, eh bien vous manquez de loyauté. Sourovikine en a payé le prix. En effet, ils l'ont un peu mis de côté et on ne l'a pratiquement plus revu. En effet, il a même été envoyé en Afrique pour gérer, disons, la reconstitution de Wagner, mais cette fois-ci sous la juridiction de l'État, voilà, parce qu'il avait quand même de bonnes relations au sein de Wagner. Donc c'est très difficile d'aborder ce sujet ici. On peut le faire, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est plus une question de factions internes, mais qui n'ont quand même pas un pouvoir réel déterminant dans les négociations. Là-bas, la ligne est unique.
Point final. Voyons la situation de Pokrovsk. Comme je le disais, les Ukrainiens ont tenté de lancer un assaut de Krechin vers Pokrovsk il y a environ un mois. Cela s'est mal passé, exactement comme les attaques tentées par les Russes du côté de Liman. Ici, comme on peut le voir, il y a une concentration de forces extrêmement élevée des deux côtés. Petit à petit, les Russes le grignotent des positions en allant un peu au-delà de Krechinne. Mais si vous regardez le direct d'il y a un mois, la différence est vraiment, vraiment minime. Restons un peu plus. Un peu plus bas, on se rend compte de ce qui s'est passé au cours des 34 derniers mois, c'est-à-dire que toute cette série d'actions de la part des Ukrainiens qui avaient exploité cette zone grise où il n'y avait pas de consolidation russe, a progressivement conduit à une érosion de la zone tenue par les Russes. Mais ensuite, plus ou moins, puisque eux n'en veulent pas non plus lancer de grandes offensives ou engager beaucoup de troupes, la situation s'est stabilisée. Essentiellement, si l'on regarde ce qui se passe plus au sud, c'est-à-dire à Kouliapol, on remarquera que les Russes tiennent Kouliapol exactement comme il y a 6 ou 7 mois. Ils ont maintenant réussi à retraverser la rivière et à gagner un peu de terrain au sud-ouest de Kouliapol. Mais il n'y a pas de grande différence entre maintenant et il y a 5 ou 6 mois. Donc tout est assez figé, aussi parce que nous avons remarqué qu'aucune force fraîche n'est arrivée. Ce sont plus ou moins les mêmes unités qui étaient engagées ces 9 derniers mois, et donc il est peu probable qu'un grand nombre d'unités soient arrivées du côté ukrainien, parce que c'était un secteur en crise. En général, tout est resté assez immobile. Il y a une reprise russe car ils veulent certainement atteindre Dobropilia pour essayer de contourner la position ukrainienne. Mais en général... Ah, sur le Mali, voyons un peu. Ah, sur le Mali, regardez. Pas à ma connaissance, mais de toute façon, nous ferons bientôt un direct sur le Mali avec Policeni. J'ai enregistré un short aujourd'hui parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le Mali est en train d'exploser. Et au Mali, il y avait l'Africa Corps, c'est-à-dire Wagner rebaptisé. Et c'est en train de devenir un vrai chaos. J'ai justement enregistré un short aujourd'hui, ils ont même tué un ministre, etc. C'est vraiment le chaos en ce moment, donc on essaiera probablement de faire un live début mai avec Policeni sur cette situation. Je ne sais pas s'il y a l'implication des services ukrainiens. Souvent, cette implication ukrainienne est exagérée. Parfois, ils le font juste pour la forme. Je me souviens que lorsque le chaos a commencé à éclater en Syrie, les services ukrainiens ont montré certains des leurs avec des drones qui ont attaqué des batteries russes. Ensuite, on n'a plus rien vu. Et tout le monde, en se basant sur ces 2 drones, pensait qu'il y avait une implication énorme. En réalité, cela sert aussi à montrer qu'ils sont là, mais peut-être qu'ils ne sont même pas si importants que ça. Je ne pense pas que les services ukrainiens avaient beaucoup d'influence au sein du JNIM et des autres entités proches d'Al-Qaïda qui opèrent dans ces régions-là. Voilà. Donc nous verrons ce qui se passe au Mali, mais je pense que l'implication ukrainienne, s'il y en a une, même si elle existait, serait tellement insignifiante, sauf pour faire la une, que ce n'est pas un facteur. Voilà. Il y avait déjà eu le cas d'Artaco, tu vois, Policeni avait démenti, parce qu'on tourne souvent autour de ces informations-là. Donc comme nous le voyons, il se concentre surtout sur la question de Kramat, sur Sloviansk, Izium et Kostiantynivka. Et il n'y a pas de grands mouvements, pas de gros rassemblements de forces. Quelqu'un demandait ce que font les Ukrainiens du point de vue des attaques. Il y a une autre analyse de Toshini que je vous conseille d'aller voir, surtout axée sur la classification de ce que les Ukrainiens essaient de détruire. La voici. Voyons un peu si j'arrive à... Le voilà. Celle-ci est axée sur les données des derniers mois.
vérifiées sur le tableau, ce sont plus ou moins les zones où les Ukrainiens sont actifs. Il est intéressant de noter que la plupart des attaques menées par les Ukrainiens, en ce qui concerne la répartition, se trouvent en Crimée. La Crimée, par le nombre d'attaques, surtout pendant le mois de mars, a connu une activité ukrainienne inhabituelle. Si vous regardez la moyenne des attaques en profondeur menées par les Ukrainiens, c'est plus ou moins entre 80 et 100. De septembre à avril 2026, entre mars et mars 2026, le nombre d'attaques ukrainiennes a triplé, surtout en ce qui concerne la région. En noir, en gris, la Crimée, en vert, Kherson, en jaune, Zaporijia. Rose, orange, couleur terre de Sienne, Donetsk, bleu, Louhansk. Comme vous le voyez, l'essentiel concerne Zaporijia et Donetsk. Mais la Crimée a aussi une part très importante. À juste titre, parce que la Crimée, comme le demande justement Nicolas Belloumat, parce qu'en Crimée, il y a surtout des systèmes défensifs. Voyons aussi comment les attaques sont réparties. 307 sont contre les systèmes aériens. 144 bases militaires, forces aériennes, télécommunications, dépôts de munitions, dépôts d'équipements, électricité. Le fait qu'ils attaquent depuis des mois des systèmes anti-aériens, des radars d'alerte avancés, etc., et qu'ils s'entraînent de plus en plus avec les Mirage 2000, les F-16, etc. On peut penser que probablement les Ukrainiens essaieront tôt ou tard d'attaquer quelque chose dans cette région. Ici, nous pouvons voir en revanche la répartition des données concernant la campagne ukrainienne à longue portée. On peut voir que peu de choses ne sont consacrées à la mer Noire, Mar d'Azov. En vert, la zone de Rostov, Krasnodar en jaune, Voronej en bleu clair, en bleu la zone de Koursk, en rose Briansk, en rouge la zone de Belgorod. Pas mal pour être honnête. La zone de Belgorod est celle au nord de Kharkiv. Cela nous permet de comprendre plus ou moins où les Ukrainiens se déplacent et sur quoi. Voici en revanche les attaques ukrainiennes à longue portée par catégorie à l'intérieur de la Russie. 162 contre le système électrique, 26 contre les dépôts de carburant, 30 contre les centres de production de carburant, 57 contre les stations de carburant, 32 contre les hubs de transport de carburant, 28 contre les chemins de fer, 53 contre les systèmes de communication. Donc on peut voir que la majorité est concentrée sur l'énergie, la production de carburant, le transport de carburant et le stockage de carburant. Et c'est pas mal. Au système de défense aérienne. Peu pour les forces terrestres, comme on peut le voir. Donc cela nous donne une idée des intentions ukrainiennes. Réduire la capacité défensive russe et continuer à viser à peu près le même type d'objectif. Donc c'est ce qu'ils font et ce qu'ils continueront à faire, étant donné tous les dégâts qu'ils infligent. Ils laissent quand même entendre qu'il y a une intention d'obtenir de meilleurs résultats, de magnifier le résultat, mais toujours sur le même objectif. Toujours le même. Donc ils continueront à faire ce qu'ils font, ni plus ni moins. Les Russes attaquent un peu de tout, évidemment. Il faut aussi comprendre que les Ukrainiens ont moins de cibles rentables que les Russes. Les Russes ont beaucoup plus de raffineries, beaucoup plus de centres logistiques, énergétiques, etc. que l'Ukraine. Et ceux de l'Ukraine ont été frappés à plusieurs reprises. Donc ce n'est pas que les Russes ne sont pas capables de faire ce que font les Ukrainiens, et qu'au final, frapper 5 fois la même raffinerie ou la même centrale électrique ne rapporte pas, alors que les Russes ont beaucoup plus de cibles à offrir à l'Ukraine. C'est simplement une question d'opportunité. J'espère ne pas poser une question stupide ou répétitive. Jusqu'où la Russie peut-elle vraiment aller ? Et ça, personne ne le sait.
Ils censurent dehors les réseaux sociaux, essaient de limiter les commentaires libres, augmentent l'offre commerciale, etc. Et on parle de 20 000 hommes pour l'élan offensif vers Kramatorsk-Sloviansk, par rapport aux chiffres auxquels nous sommes habitués par les années précédentes. Cela montre que, malgré tout, eux aussi ont quelques problèmes de recrutement et à gérer ce genre de situation, surtout en cette période comme 2024, 2025. S'ils ne le font pas, s'il n'y a pas de mobilisation, ils ne peuvent pas se le permettre, et ils le savent aussi. Donc, à ressources égales, tu dois réduire de plus en plus les objectifs. C'est-à-dire, mon ami, je te suis depuis plusieurs jours d'invasion, mais je n'avais jamais fait de don jusqu'à présent parce que je suis ligure. Question. Le citoyen russe n'en a-t-il pas assez ? Je ne sais pas, parce que voir les interviews des citoyens individuels, il y a tellement de chaînes qui s'en occupent. D'ailleurs, merci Francesco, le ligurien, maintenant que je deviens un peu ligurien, je commence à comprendre. Il est difficile de prendre comme données statistiques les interviews qui sont faites aux gens en Russie. Il faudrait en prendre, en regarder des milliers et ensuite faire une moyenne. Mais je peux te dire que vous pouvez le vérifier vous-même. Allez sur différentes chaînes, comme la chaîne 1400, Winter, tu t'en souviendras sûrement, et beaucoup d'autres chaînes que vous trouverez aussi sur UX. Beaucoup d'extraits d'interviews de gens dans la rue, et beaucoup de gens se plaignent, disent « Les prix de l'alimentation ont tous augmenté, le coût de la vie a augmenté. » Disons que la Russie avait réussi, au moins jusqu'à la fin de 2025 à continuer. Cette guerre sans toutefois en subir de répercussions internes. Maintenant, en revanche, il devient de plus en plus difficile de ne pas faire peser cette guerre, même en interne maintenant, en ce moment en particulier, l'Iran a semé le chaos, les États-Unis. Et donc ils gagneront un peu plus. Mais comme le dit Arfaras, ce gain supplémentaire se répercutera quand même sur le prix médian. Mais disons que maintenir un état de guerre. 1420 de Danny Loren, quelqu'un qui interviewait des gens en prenant des risques en Russie. Allez voir, regardez quelques interviews. Il interviewe des gens dans la rue, il leur demande exactement « Qu'est-ce que tu penses de cette guerre ?» etc. Je crois qu'ils ont fait quelque chose d'incroyable. Nabiulina, du point de vue de l'économie, est vraiment douée. L'adapter aux sanctions, etc. Elle a fait des miracles, mais tu ne peux pas faire ça éternellement. Les coûts de cette guerre ne peuvent pas être masqués éternellement, je ne parle pas des coûts politiques, humains, de la douleur, etc. Je parle du maintien de cette guerre. Pendant que tu essaies de mener une vie normale, les deux choses ne peuvent pas tenir ensemble. Et selon moi, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils se retrouvent ensuite embourbés. Essayer de mener une guerre tout en maintenant, entre guillemets, un état de paix à l'intérieur. D'habitude, quand on menait ce genre de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, les pays passaient à la mobilisation totale. Les femmes à l'usine, les hommes par millions au combat, etc. Le but était de la terminer rapidement, donc d'utiliser 100% des ressources humaines et de l'État. Victoire ici. Ils essaient de maintenir la paix intérieure tout en menant une guerre, qui en tout cas, les chiffres au moins en ce qui concerne le nombre de personnes impliquées, rappellent les conflits du siècle dernier. Tu ne peux pas jouer ces deux jeux éternellement. Et l'un bloque l'autre. Maintenir une vie civile signifie ne pas utiliser 100% de l'effort militaire, peut-être parce que tu ne pouvais pas te le permettre. Comme on le faisait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce jeu ne peut pas être maintenu éternellement. Et c'est ce qui, à mon avis, commence lentement à céder aussi à l'intérieur de la Russie. D'un autre côté, l'Ukraine est maintenue artificiellement par les prêts européens et américains, les dons. Les Russes doivent tout faire par eux-mêmes. Donc, dans un tel discours, ainsi les Ukrainiens ont l'épée de Damoclès de la volonté politique européenne, américaine et des autres de continuer à les soutenir. Les Russes y font tout seuls, plus ou moins,
même s'ils vendent aux Chinois, etc. Mais faire tout seul signifie que si tu échoues avec ton propre argent, avec tes propres problèmes. Les Ukrainiens pourraient m'en perdre des alliés, ils pourraient m'en perdre du soutien, mais s'il y en a, ils peuvent durer indéfiniment. Dans ce sens-là, d'un point de vue économique, les gens peuvent toujours se révolter parce qu'ils en ont marre de la guerre, d'un côté comme de l'autre. Mais ce sont des facteurs presque impossibles à évaluer. Ces dernières années, combien de fois avez-vous entendu dire que l'Ukraine va s'effondrer, que la Russie va s'effondrer? Non en 2024, non en 2025, et rien de tout cela n'est arrivé. Ce sont des facteurs trop imprévisibles, mais il est certain que le niveau de vie en Russie baisse et que les gens en ressentent le poids. Si vous ajoutez à cela qu'ils n'obtiennent pas de résultats, je vous donne un conseil. Allez lire ce qu'écrivent les anciens chefs des républiques séparatistes. Donc pas un militaire, un blogueur russe qui peut être un jeune, un ancien militaire. Mais justement ceux qui ont commencé cette guerre, les différents Prigojine, etc., et les dangereux Irkin, etc., eux-mêmes qui disent après, pour eux, 10 ans parce que ça a commencé en 2014, nous n'avons rien obtenu au final. Merci à tous. Et ce sont eux qui le disent, ceux-là même qui avaient commencé cette guerre, qui commencent à se poser des questions. Nous pensions qu'avec l'intervention russe, tout se terminerait très rapidement, mais ils le disent aussi avec un certain regret. Nous avons entraîné des gens à se révolter en pensant que l'intervention russe résoudrait tout, mais au lieu de cela, nous les avons entraînés dans une guerre d'une ampleur encore plus grande que la précédente. Messieurs, c'est ce que quelqu'un me demandait. Est-ce que j'ai d'autres chaînes dans d'autres langues ? Oui, j'ai conclu un accord pour utiliser l'intelligence artificielle qui réplique mes chaînes, je crois, dans 40 ou 50 langues. Je n'en parle pas parce que la croissance doit être organique. C'est-à-dire, ça ne sert à rien que des Italiens s'abonnent à une chaîne pakistanaise où je parle pakistanais à un certain niveau. Ils récupèrent aussi toutes les vidéos, c'est tout. Et je ne suis pas le seul à avoir fait ce genre d'accord, un accord très simple. Eux, ils s'occupent de tout, moi je prends 50% y compris sur les sponsors qu'ils ajoutent de dessus. Mais si vous voulez rigoler un peu, trouvez Mirko qui parle polonais, c'est intéressant à écouter, et aussi dans d'autres langues. Et certains commencent à marcher parce que je reçois ensuite des notifications du genre quoi. Mais moi j'ai commencé il y a 23 semaines. Au total, ils ont déjà obtenu 100 000 vues. Ils commencent à monter. Donc non, n'allez pas vous abonner aux chaînes parce que après vous gâchez la croissance organique. Mais m'écouter moi-même, plus ou moins avec cette voix et avec le même accent avec lequel je parle dans différentes langues, je vous assure que c'est assez hilarant. Donc merci à tous, bonne nuit, et on se retrouve sûrement le 30 avec Général, Capitini, Moreau et d'autres, parce qu'il faudra faire le point sur ce qui se passe. Waouh!